Je m'appelle Mathieu, je suis présentement dans les bois de Sainte-Sabine. Il fait une moyenne de moins 20 degrés et je dois survivre. Partout à travers le Canada, à chaque année, on effectue près de 10 000 missions de recherche et de sauvetage. Et dans 8 % de ces cas, la vie des personnes est en danger. Alors, c'est le défi que j'ai choisi de relever. Survivre en forêt l'hiver jusqu'à l'arrivée de secours, me mettant dans la peau d'un randonneur en raquette. Et pour cela, je vais devoir mettre en pratique toutes les techniques que je connais. C'est parti! Bon, je suis perdu. Ça doit faire un bon bout de temps que je me suis égaré de mon chemin parce que j'ai essayé de le retrouver puis j'ai pas réussi. Dans ce genre de situation-là, il faut pas paniquer et il faut prendre le temps d'évaluer le cas présent. Je suis à un moment critique d'une situation de survie. Il faut que je prenne une décision très importante qui va dicter mes gestes et mouvements pour les prochaines journées. C'est celle de savoir si je dois rester ou partir. L'important, c'est de savoir que vous avez cette décision à prendre. Ça va vous éviter une grande perte de temps. Premièrement, si vous devez partir, il faut avoir une assez bonne connaissance de votre position vis-à-vis la civilisation la plus proche. Si vous pensez y arriver avant le coucher du soleil, c'est une bonne idée de partir. Par contre, si c'est le contraire, il faut rester. Même si cette idée n'est pas très accueillante, c'est la bonne à prendre. En restant, cela va vous permettre de vous abriter avec un abri, de vous faire du feu pour vous réchauffer et de chasser. Et pour ma part, bien sûr, je reste. La première chose à faire en survie, c'est de se construire un abri, parce qu'elle permet de nous garder au chaud, de nous protéger contre le vent, la pluie ou la neige, et bien sûr de nous remonter le moral en nous faisant passer de très bonnes nuits. Le type d'abri à construire dépend de l'environnement qui nous entoure et du matériel à disposition. Chaque environnement exige des techniques de survie spéciaux à chacune d'elles. Mais chacune offre une certaine forme de soutien et peuvent être exploitées pour la nourriture, l'eau et l'abri si on les utilise correctement. Un abri d'hiver devrait être petite, confortable, résistante au vent et bien isolée. Le type d'abri que j'ai décidé de construire, c'est un abri sous arbre coupé. Il consiste à trouver un arbre cassé à la base de son tronc, mais qui est suffisamment solide pour ne pas tomber durant la nuit. La première étape, c'est de déneiger le tronc et la zone en dessous du tronc, pour nous permettre de ne pas être trempés au réveil. Deuxièmement, il faut bloquer les parois pour s'isoler du vent avec une première couche de branches de sapin et ensuite mettre de la neige par-dessus tout ça pour optimiser l'isolation. Finalement, il faut faire un feu devant l'entrée pour avoir une bonne source de chaleur durant la nuit.
Au travail! Je vais commencer à construire mon abri, mais avant tout, il faut que je sache que la transpiration en survie, c'est notre pire ennemi. Parce qu'une fois que nos vêtements sont trempés, il est beaucoup plus difficile à notre corps de maintenir notre chaleur et de se réchauffer. Alors, quand je vais avoir un peu chaud, je vais enlever des couches. C'est ça, c'est l'avantage de t'habiller avec plusieurs couches de vêtements. On peut en enlever de temps en temps. Au travail! Stars across the sky, flames go higher, that's alright with me. Sitting around the campfire makes me smile and warms up my soul. Bon, j'ai fini de pelleter, de déblayer tout mon arbre. Alors là, je vais pouvoir commencer à mettre les traverses de bois pour bloquer les côtés. Sitting around the campfire, nowhere else I really wanna go. Sitting around the campfire, nowhere else I really wanna go. J'ai finalement terminé mon abri. Alors ça m'a pris environ 2 heures. Dans le fond, j'ai toutes mis les branches de sapin que j'avais récoltées sur les bordures de mon abri pour vraiment m'isoler du vent. Et en plus de cela, du côté où le vent dominait, j'ai mis des gros blocs de glace que j'ai taillés à la main dans la neige pour vraiment mieux m'abriter. Au fond de mon abri, j'ai mis environ 3-4 pouces d'épaisseur de branches de sapin pour m'isoler du sol et ainsi créer une zone de chaleur. Et en plus, c'est plus confortable. Donc la dernière étape à faire pour finaliser mon abri, mon espace de campement, c'est mon feu qui va me servir de source de chaleur durant toute la nuit. Et je vais devoir le laisser allumer et m'assurer d'avoir assez de bois pour toute la nuit. Une partie très importante de la survie, c'est de planifier notre temps. Parce qu'il faut s'assurer d'avoir assez de temps pour accomplir toutes les tâches qu'on doit faire dans une journée. Une journée de survivant, c'est bien rempli. Il faut avoir de la nourriture, avoir un feu pour passer les nuits, et avoir un abri sécuritaire et confortable. Alors, pour bien équilibrer le temps qu'on accorde à chacune de ces tâches, il faut avoir l'heure. Et pour avoir l'heure, il faut une montre. Mais en survie, on n'a pas tout le temps ces objets indispensables. Alors, j'ai une technique à vous proposer. C'est toute simple et rapide. On a juste besoin des 4 doigts de la main. Au fond, on met nos doigts de la main en dessous du soleil. On remplit tout l'espace avec l'horizon. Et chaque doigt représente 15 minutes qui nous reste de temps d'ensoleillement. Donc avec ça, on peut bien décider combien de temps on va accorder à le montage du feu, par exemple. Donc j'accorde 30 minutes et je peux vérifier à tout moment, voir si je suis dans les délais. Dès qu'on a finalisé notre abri simple, il est préférable de commencer la construction de notre feu. Le feu, c'est l'élément le plus essentiel de tout survivant. On ne peut pas penser être en état de survie sans feu, surtout l'hiver. Il nous procure beaucoup d'avantages. On peut y faire cuire nos aliments, on peut purifier l'eau qu'on récolte dans les rivières et on peut faire sécher nos vêtements mouillés. Le feu a aussi un fort impact psychologique sur le survivant. Comme on a une source de chaleur qui demande peu d'énergie, ça nous procure un bon état d'esprit et on est prêt pour la journée du lendemain. Produire un feu, c'est très simple. Mais l'étape la plus importante, c'est la préparation. Parce que lorsqu'on va avoir créé notre première flamme, on ne voudra pas qu'elle s'éteigne parce qu'on est parti courir chercher du bois. Alors, la première étape de préparation pour un feu, c'est de creuser un trou dans la neige, si c'est l'hiver, pour que le feu repose sur une surface dure et qui ne décongèlera pas. La deuxième, c'est d'emmener une grande quantité de bois pour continuer l'allumage de notre feu et le monter à une certaine grosseur pour qu'il demeure autonome jusqu'à temps qu'on aille chercher d'autres bois. La dernière étape, c'est de le poser à une place qui est peu venteuse, à l'abri du vent, pour empêcher qu'il se propage
dans le restant de la forêt. Il y a des méthodes de fabrication rudimentaires telles que l'arc, la drille et à l'aide de la friction. Mais ces méthodes sont très difficiles lorsqu'on est peu expérimenté et il faut beaucoup de pratique pour allumer un feu avec ces méthodes. Mais la technologie nous aide sur ce point. On peut allumer un feu maintenant avec des pierres de magnésium. C'est beaucoup plus simple et rapide. La pierre de magnésium. C'est pratique, c'est simple et c'est peu coûteux. On peut en trouver dans n'importe quel magasin de plein air. La méthode est très simple. Il suffit seulement de découper plusieurs retailles, une grande quantité parce que la flamme est très rapide, sur une surface plane. Ensuite, de l'autre côté de la pierre, on a un silex qui nous permet, avec un couteau, de produire des étincelles et cela permet d'allumer le feu. Voilà. Pour ma part, j'ai développé une technique qui facilite l'allumage du feu. Dans mon kit de survie, j'avais une chandelle, mon couteau et bien sûr la pierre de magnésium. Alors je vais, à l'aide des retailles de magnésium, allumer la chandelle. Et avec ça, je vais avoir une source de feu portatif. Alors la première étape, je vais découper des retailles de magnésium sur une surface plane qui est ma raquette. C'est assez long parce qu'il en faut beaucoup. Et il faut un couteau très aiguisé. Bon, le moment de vérité. Oh yeah! Et voilà, j'ai créé le feu. Maintenant, j'ai juste à le mettre dans la maison que j'ai créée. Oh, ma raquette est en train de pogner en feu. Une bonne préparation, c'est le secret. Bon, je vais le laisser prendre. Pour regagner la civilisation, il nous faut une direction à suivre. Et pour cela, il faut une boussole. Mais si on n'en a pas en situation de survie, j'ai un autre item à vous expliquer qui pourrait la remplacer. C'est tout simplement une montre. C'est très simple. La technique, on a juste besoin du soleil et d'une montre. Et la distance entre midi et la petite aiguille, on la sépare en deux. Et ça nous donne le sud et le côté opposé, le nord. Alors, c'est une petite technique qui pourrait être très efficace si on a perdu notre chemin. La nuit, j'ai construit un réflecteur qui consiste en un gros morceau de glace que j'ai découpé dans la neige et j'ai accoté devant mon feu. C'est vraiment utile parce que ça permet de concentrer toute la chaleur à un endroit voulu. Alors, je vais pouvoir avoir plus chaud cette nuit. Et en plus, ça bloque du vent.
headlights, driving through the night to spend the weekend camping. Yes, some folks such afraid, so they turn back to the driveway in the backyard, cross the lawn. No sleeping bags are needed when the campfire channel's on. Oh, camping ain't for everyone. Oh, camping ain't for everyone. Ouais, la nuit a été vraiment longue. Je dormais 1 heure, puis je me réveillais 1 heure pour alimenter le feu. J'ai sorti ma couverture de secours. Ça m'a bien aidé. Il faisait vraiment froid. Je suis en train de me préparer une tisane au sapin. Enfin, un breuvage chaud. Ça fait 2 jours que je mange juste de la neige fondue. Le sapin apporte quelques nutriments, mais c'est juste pour dire. Au moins, ça sera pas juste de l'eau. C'est important de s'hydrater en survie l'hiver. Même s'il y a de la neige partout et on pense pas à s'hydrater, c'est important parce que la digestion produit de la chaleur et ça peut éviter l'hypothermie. Aussi, le corps a besoin de 70 calories par heure pour faire fonctionner ses fonctions de base. Alors, c'est important de toujours manger quelque chose. C'est vrai. Dans le fond, j'ai fait bouillir de la neige. Puis après, j'ai laissé infuser 5 minutes mes épines de sapin. Comme ceux-là. C'est juste des petites épines. Ça fait vraiment du bien. Le sapin, il donne vraiment un bon goût. C'est vraiment comme un thé. Chaque élément à notre disposition pour lutter contre la survie est un avantage. Un simple objet pourrait nous sauver la vie. Alors il est préférable d'être préparé et d'avoir à portée de main un kit de survie en cas d'urgence. Le premier élément dans mon kit de survie, c'est le contenant, ma casserole. Elle va pouvoir me permettre de faire bouillir de l'eau et de préparer mes aliments sur le feu que je vais avoir préparé. Tous les éléments que j'inclus, ils peuvent tenir dans la casserole. Premier élément, c'est du fil en laiton pour faire des collets et ainsi attraper une source de nourriture, des lièvres ou d'autres petits gibiers. Un autre élément, c'est mon sifflet. En cas de détresse, un sifflet porte beaucoup plus loin que ma voix. J'ai aussi un miroir, un petit miroir, qui est pratique pour flasher les avions qui passent dans le ciel en faisant refléter les rayons du soleil. Aussi, ça peut me permettre de regarder mon visage pour voir si j'ai des engelures. J'ai bien sûr des allumettes dans une petite capsule de pilule vide pour pas qu'ils se mouillent. J'ai une petite lampe de poche qui peut être très pratique. J'ai bien sûr de la corde. On peut aussi acheter des bracelets de corde tissée. C'est beaucoup plus petit et il y en a beaucoup plus. Si on ne trouve pas de nourriture la première journée, on peut, avec cela, se faire du gruau. C'est léger et ça remplit l'estomac. Alors c'est vraiment pratique. J'ai un luxe, des allumes-feu. J'ai bien sûr ma couverture isothermique qui est absolument extraordinaire pendant la nuit. Ça permet de garder au chaud tout notre corps. J'ai une chandelle, comme vous l'avez vu plus tôt, ainsi que ma pierre de magnésium et mon canif. J'ai une petite boussole. J'ai un sac de poubelle orange. Premièrement, un sac de poubelle, ça peut servir de contenant. Et aussi, ça peut imperméabiliser nos bottes et tenir au chaud. Pourquoi orange? Parce que, vu du ciel, c'est beaucoup plus facile pour les secours de nous repérer si on les tend sur la neige que noir.
Un lac, c'est une grande source de nourriture. Alors j'ai un hameçon et de la ligne. J'ai un chauffe-main, juste un par contre. Et inévitable, une trousse de survie. On va pouvoir se guérir, se soigner s'il nous arrive de quoi. Alors je recommande à tout le monde qui part en aventure dans les bois d'avoir un kit de survie à portée de main, surtout s'ils sont en solitaire. J'ai construit ici un feu de secours. Ça sert à appeler à l'aide avec un nuage de fumée qui va se propager dans les airs. Dans le fond, le principe, c'est que le feu se consume à l'étage inférieur et lorsque la flamme monte, elle est étouffée par les branches de sapin ou les feuilles en été. Alors, ça produit beaucoup de fumée. Pour la construction, j'ai pris plusieurs gros morceaux de bois et j'ai utilisé le nœud en 8 pour faire mes brêlages. C'est vraiment un bon nœud parce qu'il est solide et il est stable. Le nœud, pour le fabriquer, il faut une ficelle et à un des extrémités, on fait une boucle. Par la suite, on fait une deuxième boucle derrière la première et la deuxième, on la positionne devant la première. Ensuite, on fait juste passer le bout du bâton à brêler dans l'entrée des cordes et on serre. Bon, j'ai allumé mon feu de secours puis il marche vraiment bien. Ça produit beaucoup de fumée. Dans le fond, c'est comme je l'ai expliqué, quand la flamme atteint les branches de sapin, elle n'a plus d'oxygène, donc elle produit beaucoup de fumée. Quand il fait bien froid l'hiver, on a tout le temps faim. Puis souvent, on voit des traces de lapin à grandeur. Les traces sur la neige, là, il y en a partout, comme ici, là, il y en a partout. Ça donne vraiment l'appétit. Puis manger du lapin, ça serait bon. Alors, avant de chasser le lapin, il faut savoir 3 choses. Il faut savoir leur style de vie, il faut savoir poser des collets, il faut savoir où poser les collets. C'est 3 choses importantes qu'il faut vraiment prendre à cœur, sinon la chasse ne sera pas fructueuse. Leur style de vie. C'est très simple, ils vivent la nuit et ils gambadent n'importe où dans la forêt. Mais lorsqu'il y a environ 1 ou 2 pieds de neige au sol, ils empruntent tout le temps le même chemin. Et ça crée des corridors. Ils empruntent ce chemin-là parce que c'est plus facile à place de gambader dans la grosse neige. Et c'est à ces endroits précis-là qu'on va poser nos collets et essayer de les attraper. Ici, on peut voir 2 signes que les lièvres sont présents sur le territoire. La première, les traces. Les 2 grosses pattes arrière et les petites en avant. Et en plus, on a les excréments juste à côté, des lièvres, faciles à reconnaître parce qu'ils sont en petites boules rondes. On ne peut pas se tromper avec ces informations-là. Ici, il n'y a pas beaucoup de neige au sol, mais on voit qu'il y a environ 4 pistes de lièvres. Alors, c'est un bon endroit pour mettre nos collets. En plus, le passage est étroit, il est condensé en 2 gros arbres. Parfait pour mettre notre collet. Les traces de lapin, c'est très facile à reconnaître. Il y a 4 pattes, 2 grosses, 2 petites. Lorsque le lapin y bondit, il atterrit sur ses 2 grosses pattes arrière et ensuite, il se soutient avec ses 2 petites pattes avant. Alors, on peut facilement les reconnaître. Il n'y a pas de danger de se tromper avec un raton laveur. Premièrement, pour poser un collet, il faut avoir du fil de laiton, de préférence. Sinon, un fil de métal normal, ça suffit. Ensuite, il faut faire une grosse boucle qu'on va attacher avec une petite boucle à l'autre extrémité du collet. Ensuite, on enroule le fil sur lui-même quelques fois pour le solidifier. Et notre collet est fini. On n'a plus qu'à l'attacher à l'arbre pour le maintenir en place et s'assurer que le lièvre y reste ou qu'il a été piégé. Ensuite, on le positionne environ à 1 pouce ou 2 du sol pour que lorsque le lapin y bondit, il soit vis-à-vis son cou. Et lorsque le lièvre y va bondir, il va se faire prendre et en tirant, le collet va se refermer sur son cou. Et il va être immobilisé là.
jusqu'à notre arrivée pour le déguster. Des fois, j'utilise une deuxième technique de collet, le collet ressort. Il consiste à garder après la capture le lièvre dans les airs pour éviter que les autres prédateurs le dévorent avant nous. Premièrement, il faut trouver 2 arbres assez verts et dans l'un d'eux, tailler un entaille pour permettre à l'autre arbre de venir se bander dessus et rester accroché. Ensuite, on pose normalement notre collet sur l'arbre qui est bandé. On le positionne à 1 ou 2 pouces du sol. Et lorsque le lièvre va sauter dans le collet, il va faire déclencher le ressort. Exemple. Et là, le lièvre, il est pris. Hier soir, j'ai été poser 2 collets. Je me suis levé dans la nuit puis je me suis dit, il faudrait peut-être que je tente ma chance. Ce matin, j'ai été voir mon premier collet vide, je m'en attendais. Et le deuxième, à ma grande surprise, ça a été fructueux. Un beau petit lièvre. Hey! Il est roux. C'est toute une question de chance, la survie. Puis là, j'ai été chanceux. Bon, l'aventure se termine ici. J'espère que vous avez apprécié. Et n'oubliez pas, il faut surmonter la tendance à paniquer que ces conditions font naître et prendre les mesures appropriées pour contrer la situation. Salut! Rustling, my spine is tingling. I swear it's a bear. Ain't no chipmunk, he's at the blue trunk. I swear it's a bear. Last night when the moon was full, I hid inside my bag so low. Heard the sound of my tent unzip. A mouse peeked in and said, I swear